vraiment l'image auprès du marché. Donc ça veut dire que si on traite bien les hommes et les femmes et qu'on le fait savoir au travers des ambassadeurs et via les réseaux sociaux, on peut faire du business aussi. Parce que derrière chaque candidat, il y a un client potentiel, il y a une famille de clients potentiels, il y a un réseau potentiel. Et faut pas croire que seuls les candidats et les collaborateurs suivent une entreprise. Je dirais que c'est un grand maillage. On est tous liés les uns aux autres. Et donc, on peut faire du business si on sait très bien parler de sa marque employeur. Attention, sans faire de greenwashing, en disant la vraie vérité sur qui on est. Anaïs Noumet, se vendre mais rester soi-même pour s'assurer que tout le monde est bien sur la même longueur d'onde. Alors, oui, mais encore une fois, il faut faire attention. On est dans les entretiens de recrutement. La recherche d'emploi, c'est un jeu. C'est-à-dire que c'est pas la vraie vie. D'ailleurs, je voudrais rassurer ceux qui ne réussissent pas à leur recherche d'emploi. En aucun cas, ça ne veut dire qu'ils sont de mauvais professionnels. Votre expertise métier, on ne pourra jamais vous l'enlever. Si vous ratez votre recherche d'emploi, c'est juste que vous êtes un mauvais chercheur d'emploi. Et c'est pas un but dans la vie d'être un bon chercheur d'emploi. Mais tout ça pour dire que c'est un jeu. Et dans un jeu, on joue des rôles. On est sur la case départ, et à la case arrivée, il y a un job. On va avancer de 3 cases, certaines fois on recule de 5. Parfois on va en prison, on passe pas par la case départ, on touche pas 10 000. On a des adversaires, on va avoir des gens qui vont nous aider. Mais dans un jeu, pour moi, on ne dit pas tout. On ne dit pas tout et on joue un rôle. Alors on va poser une question au public. Tiens, directement, on va nous faire des retours puis on va rebondir dessus. Justement, est-ce qu'il y en a beaucoup qui sont en recherche d'emploi, sur les personnes qui nous suivent? Et si vous, comment vous le vivez, vous, cette marque employeur, du côté recherche emploi? Est-ce que vous recherchez des entreprises qui ont une bonne communication et qui donnent une bonne, une envie d'aller chez eux, et pourquoi? Voilà. Et alors Cédric, puisqu'on s'adresse aux chercheurs d'emploi, ouais. Moi je trouve que c'est génial cette histoire de marque employeur. Alors les entreprises vont détester, mais je trouve que ça rééquilibre les forces. Moi je me bats depuis 2009 pour essayer de faire changer le regard sur les chercheurs d'emploi, pour essayer de faire changer le regard des entreprises par rapport aux seniors, par rapport aux juniors, par rapport aux gens qui sortent des cases. Et je trouve que les entreprises sont un peu en difficulté et c'est tant mieux parce que du chaos vont renaître de nouvelles manières de faire, de recruter, d'intégrer, de se séparer, une nouvelle manière de traiter les humains. Et donc ça c'est bien. Et donc pour les chercheurs d'emploi, je voudrais qu'ils aient conscience de ça. Il y a un vrai atout marque employeur, c'est de se dire, côté entreprise, il y a une marque employeur, côté chercheur d'emploi, j'ai une expertise, il y a une marque candidat. Je vois pas pourquoi les gens n'ont pas leur marque. Donc on a une marque candidat, on a une marque collaborateur et puis il y a une marque entreprise. Et la notion de marque employeur est importante aussi parce que si vous faites partie des juniors, des seniors, de ceux qui sortent des cases, de ceux dont on ne veut pas, alors c'est pas qu'on n'en veut pas, mais ceux dont les CV ne se démarquent pas, eh bien vous pouvez vous démarquer différemment, notamment grâce aux réseaux sociaux, notamment grâce à LinkedIn, et vous pouvez briller et faire briller votre expertise dans votre vitrine LinkedIn. Votre profil devient votre vitrine. Alors, il y a des recruteurs aussi qui sont là, parce que beaucoup de recruteurs qui s'interrogent. Suite au premier live qu'on avait fait ensemble, moi j'avais eu un retour. Donc il y avait énormément de questions. Comment on mettait en place cette marque employeur, et comment on analysait qu'on n'était pas bon? Alors, il faut préciser une chose, c'est que c'est pas obligé d'être bon. C'est-à-dire avoir une bonne marque employeur, c'est être capable de dire, on est mauvais là-dessus, mais on va s'améliorer. Tu sais, c'est les torts partagés. Ouais. C'est-à-dire que la première chose à faire avec Florence, ma co-auteure, on intervient souvent dans les entreprises. Ce qui est important, c'est de faire, tu vois, un diagnostic. C'est-à-dire vraiment diagnostiquer la marque employeur, savoir est-ce que déjà comment on se débrouille pour attirer les candidats, est-ce qu'on ne les maltraite pas quand on fait du recrutement, comment est-ce qu'on les intègre, est-ce qu'on les fait bien évoluer, surtout comment on s'en sépare. Donc il faut beaucoup d'objectivité, c'est pour ça que souvent les entreprises font appel à des personnes de l'extérieur qui peuvent avoir de la hauteur de vue, mais vraiment diagnostiquer là où on est bon et là où on est mauvais. Paradoxalement, il y a des boîtes qui font des choses géniales qui ne pensent pas en parler. Et il y a des entreprises qui ont
des collaborateurs qui sont sur les réseaux sociaux et qui ne pensent pas à, j'allais dire utiliser ces collaborateurs, mais c'est pas utiliser, c'est les valoriser. Et donc parfois on fait des choses très bien puis on pense pas à le dire, et on fait des choses très mal et puis on se dit oh là là il faut qu'on les cache. Bah non, on les cache pas, on va juste tous ensemble s'améliorer. Alors, les valoriser, ça veut dire quoi, Christelle? Ça veut dire souffler les bougies de l'employé en question et puis le mettre à l'honneur sur LinkedIn? Alors, valoriser, il y a plein de choses. Par exemple, tu vois, ce qui ne fonctionne pas, c'est par exemple les entreprises qui font ce qu'on appelle de l'employé advocacy et qui vont dire à leurs collaborateurs, vous devez partager ce contenu. Des trucs hyper corporate, entre guillemets, excusez l'expression, hyper chiant. Bon, bah, moi, je suis collaborateur, j'ai pas envie de partager un truc corporate de ma boîte. Donc, déjà, c'est donner la liberté à ses collaborateurs de publier aussi ce qu'ils veulent, leur donner du contenu pour les aider et les valoriser. Qu'est-ce que c'est? C'est quand on a identifié des collaborateurs qui communiquent finalement en notre nom. Je dis quand ils communiquent en notre nom, bah, ils ont peut-être une bannière de l'entreprise en bandeau, ils parlent souvent de leur entreprise, ils vont mettre des commentaires à droite à gauche, ce sont des ambassadeurs. Les valoriser, qu'est-ce que c'est? C'est déjà reconnaître ça. Et reconnaître, ça veut dire donner... Il y a aucune raison qu'un collaborateur soit sur LinkedIn et fasse de la pub pour sa boîte le soir en rentrant chez lui. Il peut le faire pendant ses heures de bureau. Et ça doit être valorisé. Et ça doit être valorisé aussi par les managers. Parfois, on a des opérationnels, des N+1 qui ne sont pas sur LinkedIn, qui ne se rendent pas compte du pouvoir et de la puissance de cette communication faite par les collaborateurs et puis qui vont presque en vouloir à leurs collaborateurs. Parfois, on a des entreprises qui disent « Ah ben non, il n'y a que le service communication qui peut communiquer. » Ben non. Ah oui. Il y a n'importe qui peut communiquer. Et justement, on voit des petits stagiaires et ça c'est génial parce que les jeunes, ce qui leur est reproché par exemple, c'est de ne pas avoir d'expérience. Mais ils sont super bons sur les réseaux sociaux. Bon ben, un petit jeune qui arrive avec sa communauté, qui arrive avec sa manière de s'exprimer sur un réseau social, c'est un formidable ambassadeur et il faut le valoriser. Alors ça peut être valorisé financièrement, ça peut être valorisé en communiquant sur lui dans l'entreprise et un geste tout simple, ça peut être le valoriser en allant sur ses publications. Pareil, je vois des collaborateurs qui communiquent au nom de leur entreprise, il n'y a pas une personne de la boîte qui vient leur mettre un like ou un commentaire. Ben ça c'est mauvais. Justement là, les commentaires affluent. Il y a une question, j'arrive pas à l'afficher. Pourquoi elle ne veut pas me dire la question? Alors, bonjour, faut-il toujours montrer son expertise sur LinkedIn? Peut-on utiliser une passion pour faire un post, par exemple? Alors, pour ceux qui me connaissent, moi je le fais. Alors, je suis un laboratoire à moi toute seule. Hein. Je crois que j'ai fait à peu près toutes les bêtises qu'on peut faire sur LinkedIn. Donc, demandez-moi si vous voulez savoir ce qu'il ne faut pas faire. J'ai tout fait déjà avant. Mais typiquement, je pense que oui. Moi, je suis passionnée de wing foil. J'en parle, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est comme une planche à voile mais sans le mât. Et on tient en fait la voile au-dessus de la tête et la planche se lève et se met à voler sur l'eau. Et je me suis jurée que je serais bonne dans ce sport à 60 ans. Il me reste 6 mois. J'ai fait des posts LinkedIn où on me voit naviguer. Alors je me sens pas rien, hein. Je suis harnachée, j'ai un casque, j'ai une grosse combine et tout, je me sens pas rien du tout. Et je me suis dit, si, c'est ma passion. J'ai l'impression d'avoir 15 ans quand je vole au-dessus de l'eau. J'en parle, je fais une publication. Je mets 2 mois, il y a 0 calcul derrière. Je cherche rien, je cherche pas à vendre quoi que ce soit, mais ça humanise. Et c'est des publications qui marchent très bien. Le seul truc que je conseille, c'est de ne pas publier quand c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'on a maintenant, tu as dû le remarquer Cédric, toute une tendance qui est arrivée depuis le Covid avec beaucoup de nouveaux qui sont arrivés sur LinkedIn et beaucoup de gens qui donnent des conseils pour avoir de la viralité, de la visibilité, mais qui ne sont pas des bons conseils à long terme, où on leur dit il faut parler de soi, il faut parler de ton cancer, il faut parler de ton burn-out, il faut montrer ta famille, il faut